C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7 avec mes trois invités, Frédéric Azeglo, Marcel Agbessinou et Louis Kamako. Avant la pause, nous étions en train de faire le rétro 2024 sur le continent et on parlait donc de la guerre au Soudan. Louis Kamako, est-ce qu'on peut aussi dire que le conflit soudanais est aussi un conflit de puissance interposée? Bien sûr, c'est pas que ça, mais c'est également une guerre par procuration. C'est une guerre par procuration parce que les uns les autres l'ont dit, ça fait déjà 2 ans que cette guerre-là se passe à huis clos. Donc personne ne sait qui fait quoi et pourquoi et comment. Mais visiblement, ce qu'on peut dire est que qu'on ne sera pas tenté de voir nos bretelles remonter, c'est que on connaît au moins les instigateurs de cette guerre-là. Vous avez 2 généraux, le général Emeti d'un côté et le général Al-Bourhan, qui sont là, qui ne sont jamais inquiétés et pourtant souvent ce sont leurs collaborateurs qui sont coffrés, qui sont inquiétés, qui voient leurs biens confisqués, des mandats d'arrêt sont lancés contre des uns des autres. Vous verrez que dans cette crise-là, vous avez des paramilitaires qui sont soutenus par la Russie qui est aujourd'hui un partenaire de choix, un partenaire privilégié pour beaucoup de pays africains. La Russie qui n'a jamais cessé qui n'a jamais cessé de montrer ses ambitions de vouloir empiéter sur le précaré africain. Donc la Russie aujourd'hui est devenue presque pour les pays africains un partenaire de choix, je l'ai dit tout à l'heure, un messie. Donc c'est cette Russie-là qui soutient au Soudan les paramilitaires. Vous avez également du côté des paramilitaires, vous avez l'armée régulière qui est soutenue par les États-Unis à travers l'Égypte. Donc je pense que c'est une guerre qui permet à chacun de tirer le dard de son côté, de tirer les ficelles. Mais c'était quand même 2 généraux qui s'entendaient très bien avant. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire qu'ils veulent contrôler l'État, c'est ça? Mais oui, c'est vrai qu'à vue d'œil, c'est ce qui se gars, c'est-à-dire que chacun veut contrôler l'État. Mais derrière, je pense que c'est un fonds de commerce pour les uns les autres. Quelqu'un parlait tout à l'heure des ressources minières dont dispose le Soudan. Vous avez le pétrole, vous avez l'uranium. Donc c'est cette guerre-là permet aux uns les autres de tester les armes, de prendre des armes et de piller le continent. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que l'Union européenne n'arrive pas justement à mettre fin à cette crise-là. Je suis tenté de vous répondre que c'est un manque de volonté de la part de l'Union européenne. L'Union africaine. De l'Union africaine. C'est un manque de volonté de la part de l'Union africaine parce que... Manque de volonté ou impuissance? Non, pas une impuissance. C'est pas une impuissance parce que cette guerre, c'est pour ça je dis que c'est un simulacre de guerre. Hein. Ce qui se passe, peut-être c'est une comédie sur les tropiques. Je veux pas être vulgaire, mais c'est une comédie sur les tropiques parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on connaît les vrais belligérants, on connaît les 2 camps qui sont en face. Et si on veut réellement mettre fin à cette guerre-là, il suffit justement de les mettre autour d'une seule table. Surtout que les 2 généraux étaient hier des amis, de très bons amis. Donc il va justement arriver à les mettre ensemble pour qu'ils prennent langue et qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut satisfaire chacun des 2. Et si on ne le fait pas, je pense que c'est justement un manque de volonté. J'aurais aimé qu'on le fasse et que ça échoue. J'aurais aimé qu'on essaie au moins quelque chose dans ce sens-là, avant de dire que les choses n'ont pas marché. Si on ne le fait pas, donc ça confirme la thèse selon laquelle cette guerre constitue pour les uns et les autres un fonds de commerce. 2024 sur le continent, c'est aussi le terrorisme au niveau du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, des pays endeuillés par les attaques terroristes. Les bilans sont très lourds dans tous ces pays, mais les armées Marcel Agbessinou sont au front, se battent. J'ai pas compris. C'est-à-dire dans ces 3 pays, le terrorisme gagne du terrain, mais les armées sont au front et se battent pour lutter contre la situation. Non, c'est de bonne guerre. Les 3 pays, ils vivent surtout d'une situation où personne les institutions, surtout la CEDEAO, l'Union africaine et l'autre là, il ne daigne un seul doigt pour au moins envoyer des troupes aux côtés de ces 3 pays. C'est une situation qui dépasse un peu l'entendement humain dans la mesure où
vos voisins. Il y a certains pays qui sont des pays limitrophes à ces pays qui traversent, comme le Niger, le Mali, ils traversent ces situations difficiles, à ce sort malheureux, mais ces pays limitrophes, il y a certains pays limitrophes, même amis de ces pays sahéliens, ils ne daignent pas un seul doigt pour venir au moins aider leurs amis pour leur faire sortir dans cette situation. C'est un peu compliqué. Le Mali, prenons le cas du Mali ou bien du Burkina. Le Mali, depuis fort longtemps, a été le théâtre, la zone privilégiée de la France. Et eux-mêmes, ils ont tracé certaines zones appelées zones rouges. Le feu président Ibeka n'avait pas la qualité, il n'a pas le poids d'aller sur tout son territoire national, alors que c'est lui qui incarnait la souveraineté populaire du peuple. C'est lui qui détient la souveraineté nationale, voilà, du peuple. Il nomme un président qui est démocratiquement élu, doit au moins avoir la souveraineté, le territoire. Voilà que le territoire malien est aux mains des djihadistes, est aux mains des terroristes. Pourtant, cette France n'arrive pas à repousser les terroristes. Plutôt, ils dominaient le terrain. Gao, Tombouctou, on brûlait tout un village, on incendiait tout un village, des écoles sont décimées. C'est au vu et au su, ou bien au regard de tous ces manquements vis-à-vis de la France, qui a des bases militaires au Mali, qu'il y a un messie, je peux dire un messie, est venu de nulle part, de l'armée qui était de l'armée russe, qui est venu maintenant faire ombrage à tous ces pagailles sous les tropiques. Il s'agit de Assimi Goïta. De là, il voulait maintenant pacifier le pays d'abord, avant toute une élection, quelconque élection. Mais c'est un peu difficile, étant donné que le mal a atteint un degré, un seuil qu'on ne peut pas sacrifier 4 ans pour repousser, parce que vous repoussez les terroristes, ils sont parmi vous, vous ne les connaissez même pas, ils sont parmi vous, ils détiennent des informations, il y a des informations qui sont disponibles partout, ils ont des amis dans la foule, dans la masse. Ce qui crée un peu de désarroi à l'armée malienne. Vous l'opposez aussi à l'armée burkinabé, c'est toujours pratiquement la même chose, le pont qui sépare les deux est toujours mince. Parce que ils sont des pays où ce sont des pays à forte musulmans. Donc la sécheresse, d'abord, c'est un facteur en défaveur des dirigeants de ces pays. La sécheresse fait que ces pays, ces populations, ils vivent de quoi? Ils vivent de bétail. Le bétail aussi, avec la sécheresse, on perd les bœufs, etc. Il y a la misère maintenant qui sue, et les pauvres musulmans, ils sont manipulés. Avec les miettes, on peut toutefois les avoir, les distribuer de munitions, des armes pour se faire tuer. Le terrorisme se bâtit sur le terreau de la pauvreté, c'est là où vous voulez en venir. On va évoluer sur le terrorisme dans le Sahel, comme je le disais. Ces 3 pays font face à cette situation depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'aujourd'hui on regarde la situation avec les dirigeants militaires qui sont aux affaires, vous avez l'impression qu'il y a un recul du terrorisme? Le terrorisme, moi je ne dis même pas que ce n'est pas que l'affaire du Sahel. Le terrorisme est partout maintenant en Afrique de l'Ouest ici. Maintenant parlant du Sahel. Le président Ibrahim Traoré nous a dit, ou a dit au peuple burkinabé, que c'est parce que Damiba n'arrivait pas à chasser les terroristes qu'il l'a renversé. Voilà où nous sommes. Moi, je demanderais plutôt aux dirigeants militaires qui sont là, puisqu'on ne demandera pas à quelqu'un qui est arrivé de partir, mais de faire bas la terre, de regarder à l'intérieur de la population,
voir qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi, même si la personne n'est pas de ton bord. Essayez de vous mettre ensemble pour combattre l'ennemi commun. L'ennemi commun aujourd'hui, c'est le terroriste. C'est le terrorisme. Maintenant, quand nos présidents, les militaires au pouvoir, sont encore dans la logique des règlements de compte, quand on peut contraindre quelqu'un à l'exil ou des gens, exclure des gens, tout cela, la lutte contre le terrorisme ne pourra pas être très très efficace. S'il y a du terrorisme au Burkina Faso, il n'y aura pas de terrorisme que pour une famille, pour certaines familles, et que d'autres familles sont en paix. Ce sera pour tout le Burkina Faso. Alors il urge que tous les fils du même pays se retrouvent et serrent les coudes contre l'envahisseur, contre le terrorisme. S'il arrive que le citoyen, qu'il soit burkinabé, togolais, ivoirien, malien, nigérien, ne peut pas vivre dans la quiétude, ne peut pas être tranquille, ne sait pas s'il sort, il reviendra vivant ou avec un pied amputé parce qu'il y a eu une explosion due à du terrorisme. Lorsque la quiétude ne sera plus de trop dans nos pays, il urge que les dirigeants laissent tomber la rage de guerre entre eux-mêmes, mais cherchent à voir qui peut mieux faire ça, qui peut faire quoi, pour qu'on puisse combattre l'ennemi commun. Mais là, par exemple, par rapport au président Assimi Goïta et Tiani de l'autre côté, le terrorisme, malheureusement, là, je crois que le même constat que je fais, ou la même recommandation que je suis en train de faire, vaut bien pour eux aussi. Il faut laisser tout ce qui, parce que tu es arrivé au pouvoir, d'accord, peu importe la manière, le moyen par lequel tu es arrivé, mais il faut fédérer tous les efforts autour des pouvoirs pour que le combat contre le terrorisme soit un combat gagné. Vous avez l'impression que on peut estimer que les armées de ces trois pays, surtout en tout cas au niveau du Sahel, prennent le dessus aujourd'hui? Oui, bien sûr, on peut le dire. Et il y a des éléments qui le prouvent à suffisance. Vous avez débattu ici, ou bien vous avez vu ici, que mine de rien, Assimi Goïta et son gouvernement ont pu conquérir ce qu'on peut appeler Kidal, qui a été pendant longtemps resté aux mains en fait des terroristes. C'était une localité interdite d'accès. Pour aller justement à cette zone-là, il faut payer des rançons. Donc la ville était complètement coupée. Donc mine de rien, le président de la transition, Assimi Goïta, et son gouvernement ont pu arriver justement à conquérir cette ville-là. C'est une victoire d'État par l'époque, nous avons dit. Et donc vous avez aujourd'hui des militaires qui sont au pouvoir, qui font des frappes régulières, qui essaient de pousser jusqu'au dernier retranchement les terroristes. Vous avez des militaires qui ont pu arriver à localiser ou bien à identifier les zones où habitent en fait les terroristes. Vous avez des militaires aujourd'hui qui développent de nouvelles stratégies devant leur permettre en fait de venir à bout des terroristes. Vous avez des militaires au pouvoir qui ont été courageux justement en demandant le retrait des troupes françaises qui pendant 10 ans ont montré leurs limites, parce qu'à l'époque c'est justement ces troupes françaises là qui prenaient le devant de la scène. C'est elles en fait, ce sont ces troupes françaises là qui en fait qui commanditaient les opérations sur le terrain dans un pays où les Africains eux-mêmes ils sont relégués au second plan. Donc aujourd'hui on a ces militaires là qui sont au devant de la scène, qui ont noué un partenariat gagnant-gagnant avec un État comme la Russie. La Russie revient toujours. Et donc aujourd'hui tout a l'air que le terrorisme est en train d'être reculé sur le sol en fait dans le Sahel. C'est vrai, ce qui se passe c'est seulement dans les États comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger que c'est visible, mais à côté de ces pays-là, il y a des pays qui ont connu ces dernières années des incursions djihadistes, ou bien pour ne pas dire des incursions terroristes. Vous avez, souvenant de ce qui s'est passé ici au Togo en 2021, et ce qui a fait qu'à un moment donné, on est arrivé à mettre sur place l'opération Kouandouaré. Donc aujourd'hui, ce sont des malheurs ou bien des drames qui se passent, entre guillemets, un peu loin
de nous. Et ça, c'est juste parce qu'à un moment donné, les militaires ont décidé de prendre les choses en main. Et ces militaires dont nous parlons, ce sont des militaires là qui, pendant longtemps, ont étudié le terrain. Quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, qui est dirigé aujourd'hui par un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, lui, il a été pendant longtemps un militaire de terrain. Et donc, il maîtrise à peu près ce qui se passe. Vous avez également Assimi Goïta qui a combattu pendant longtemps aux côtés des troupes françaises. Et donc, aujourd'hui, ils ont la maîtrise du terrain et ils ont su que les civils qui ont au pouvoir ne sont pas les hommes de la situation. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Vous avez au Niger un président qui se montre un peu sage, qui pendant longtemps avait collaboré avec Mohamed Bazoum, qui connaît à peu près la manière dont le terrorisme se gère là-bas. Et parce que quand vous écoutez son dernière interview qu'il a accordée à un média, il nous a décrit de bout en bout la complicité dans laquelle cette lutte se faisait. Donc ça veut dire que il y avait juste un manque de volonté. Le mot revient, manque de volonté de la part en fait des civils qui étaient au pouvoir, qui entretenaient ou bien qui se servaient justement du terrorisme en fait pour peut-être durer longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons les militaires qui sont là, ils prennent les choses en main, ils veulent pacifier le terrain, ils veulent avoir ce qu'on appelle la souveraineté et l'intégrité nationale avant de parler d'une quelconque élection. Ça, je pense que M. Agbessi nous l'a dit. Donc aujourd'hui, le bilan est là. Autant de faits, des militaires qui communiquent, qui nous tiennent au courant de tout ce qui se fait au quotidien. Vous avez vu qu'au Mali ou au Burkina Faso, beaucoup d'attaques ont été déjouées par les militaires. Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein, parce qu'on donne l'impression quand les terroristes frappent quelque part que tout va très mal, alors que les militaires font aussi beaucoup de travail pour contrecarrer des attaques. Oui, mais heureusement que ces dernières années, au Mali, au Burkina Faso, on en parle. Et aussi parce qu'on n'en parle pas souvent, parce que les tractations ou bien les attaques, en fait, sont presque monnaie courante, en fait. C'est devenu peut-être le vécu quotidien des militaires. Je vous dirais que presque tous les jours, les militaires déjouent des attaques. Donc, on ne peut pas en parler tout le temps. Toute communication, par moment, tue la communication. Oui. Mais surtout, mais encore faut-il dire que cette guerre, je l'ai toujours dit, c'est une guerre de communication. Et parce que quand vous communiquez pas aussi par moment, ça démoralise en fait l'adversaire et ça vous permet enfin de prendre de l'avance sur lui. Donc, à un moment donné, les gens ont compris, ils ont exhibé, ils nous ont montré que si réellement il y avait cette bonne volonté-là de la part des civils qui étaient au pouvoir, le terrorisme n'aurait pas prospéré autant sur le sol africain. Alors, on va pas dire que de mauvaises nouvelles sur le continent aussi. Ça s'est très bien passé dans certains pays en 2024, notamment au niveau du Sénégal et du Ghana. On a eu des élections. Il n'y a pas eu beaucoup de tintamarre. Peut-être quelques soubresauts par-ci, par-là, mais le Sénégal a connu une transition politique, le Ghana également, et c'est une note positive pour le continent. Justement, c'est une note positive. Le continent toujours africain, toujours eu des notes positives en matière d'élection. Vous pensez? Ouais. C'est pas ce qui se dit, hein. Il y a toujours eu des notes positives. Si en Amérique, en 2020, une élection présidentielle a été contestée jusqu'à ce que les gens aient pris d'assaut le Capitole et bien incriminé par mon Afrique pour de petites réactions. Oui, et Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir au Sénégal et ça a plu à beaucoup de personnes. Et le président John Dramani Mahama, l'ancien président John Dramani Mahama, vient d'être élu aussi à côté de chez nous au Ghana. C'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire le contraire. Donc c'est des bonnes nouvelles. L'Afrique n'est pas là que pour de mauvaises nouvelles. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. Eh bien, bon vent à M. Dramani Mahama et bonne continuation à M. Bassirou Diomaye Faye. Sénégal-Ghana, on peut considérer que ces deux pays font montre d'une expérience démocratique qui force l'admiration. Marcel Agbessi. Non, je peux vous dire que les deux pays font la fierté de l'Afrique. Vous le savez mieux que moi que le Sénégal et le Ghana constituent une vieille démocratie en Afrique. Surtout le Sénégal
D'abord, en grand 1, je développe pour le Sénégal en grand 1 que c'est au Sénégal que on a trouvé pour la première fois les premières universités en Afrique. L'université Cheikh Anta Diop et il y a d'autres universités, les intellectuels robustes et chevronnés comme le procédé Senghor, c'est au Sénégal. Donc c'est un pays qui a encore réitéré sa volonté démocratique et sa volonté pour l'enracinement de la démocratie. Les élections se sont passées au Sénégal à moins de 24 heures. Les résultats globaux sont disponibles partout. Et la transition s'est faite. Bon an, mal an, bien que le président sortant s'est rapidement rendu peut-être au Maroc, mais il n'y a pas de grabuge pendant ou bien avant et après les élections. Si nous écartons un peu les événements qui ont eu lieu autour de Sonko et Diomaye Faye, c'est-à-dire que l'inculpation de Diomaye Faye, de Sonko avant, et il a fait le fair play en passant le foot ou bien la balle à son dauphin. C'était une élection qui a été une parfaite réussite. Et nous saluons cette transition sénégalaise. Aujourd'hui, le plus jeune président en Afrique, c'est Diomaye Faye, à la sortie de l'université. Et leur parti, PASTEF, a été créé même à l'université, comme amusement. Voilà qu'ils sont au pouvoir. La première leçon que les autres leaders des partis politiques en Afrique devaient tirer est que ils doivent faire tout possible pour écarter l'ego. Pour dire que si ce n'est pas moi, il n'y a plus d'autres. Ça tue la politique politicienne en Afrique. Si c'est que, ou bien si les deux, Sonko et Diomaye Faye, sont dans cette école, si ce n'est pas moi, pas l'autre, aujourd'hui le Sénégal peut être dans les mains du président sortant, Macky Sall. Mais tel n'est pas le cas. Il a vite compris que si lui, il est arrivé au pouvoir, il va le décharger de ses charges, les chefs d'accusation que Macky Sall avec ses juges ont pris contre Ousmane Sonko. Mettons en grand 2 maintenant la situation au Ghana. Le Ghana, c'est une vieille démocratie aussi. Kwame Nkrumah, les J.J. Rawlings, ils ont enraciné la démocratie dans le quotidien, le respect du calendrier républicain. Ils ont incorporé dans l'arsenal juridique interne des Ghanéens. Vous voyez, le Ghana aussi. Lui là, si je parle de lui, le nouvel homme fort, Mahama, il a été chassé au moins 2 ou 3 fois par les urnes. Mais il n'a pas eu le coup. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras. Il a le courage, comme Trump aussi l'a fait aux États-Unis. Il est déterminé au moins à venir au sommet de l'État. Chose faite. Si il est dans d'autres cieux, il peut toutefois déposer l'éponge. Mais tel n'est pas le cas. Le sortant aussi, ce que je salue au niveau du sortant, le sortant aussi a reconnu sa défaite, c'est à travers son candidat positionné. Le vice-président, il a reconnu sa défaite, il a appelé vite le nouvel homme élu. Ça, c'est un bon conseil. C'est des choses que nous devons copier chez nos voisins, parce qu'il y a des élections au Ghana. On n'a pas vu des arrestations, on n'a pas transporté, on n'a pas volé les urnes, on n'a pas tout patrouillé. Mais on le dit, mais tout n'a pas été très rose non plus. Hein. Il y a eu des cas isolés. Non, il y a des cas isolés. Vu qu'on a arrêté certaines personnes, on aurait arrêté certaines personnes qui sont en provenance du Togo, qu'ils sont là pour au moins voter à telle ou telle personne. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu les preuves tangibles. Le procureur du Ghana n'a pas communiqué là-dessus. Donc, je les prends avec pincette, que ça relève aussi du fake. D'accord. Alors, Ghana, Sénégal, quel a été un peu le secret de ces pays
j'ai envie de dire, on connaît cette tradition démocratique d'alternance? Oui, le secret, c'est que le Ghana et le Sénégal ont compris que d'abord l'alternance, c'est un facteur de développement. Il faut partir de là. Et qu'on ne peut pas parler d'enracinement de la démocratie si vous n'avez pas des institutions fortes. Je parle des institutions fortes parce que je veux faire allusion à ce qui s'est passé au Sénégal, où à un moment donné, le président Macky Sall s'est retrouvé dans de sales draps avec les derniers événements, ou bien la crise en fait pré-électorale. Macky Sall qui à un moment donné voulait peut-être tuer les tests en fait pour s'offrir un mandat de plus, mais qui a été vite recalé par ce qu'on appelle là-bas le Conseil constitutionnel sénégalais. Et donc c'était des juges, c'était des magistrats que lui-même a nommés, mais à un moment donné, ces magistrats-là ont décidé de dire le droit. Et donc c'est ça en fait l'exemple, c'est ce qui est notable moi à mes yeux, et c'est ce qui doit normalement retenir notre attention. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'institutionnalisation des institutions fortes dans un État démocratique. Donc ça là, tout cela a joué. Et donc vous avez également au Sénégal des partis politiques d'opposition ou bien des opposants qui ont compris que il faut justement privilégier l'intérêt général de la nation. Et parce que aujourd'hui, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le numéro 1 sénégalais, qui est le président sénégalais, mais lui-même, en fait, 1 an ou bien 2 ans en arrière, il n'aurait jamais, en fait, pensé être là-bas. Parce que l'homme fort, à l'époque, celui qui était en côte de popularité à l'époque, c'était justement son premier ministre d'alors, Ousmane Sonko, qui même malheureusement à un moment donné a subi ce qu'on peut appeler un acharnement politique de la part de Macky Sall. Il a eu des ennuis judiciaires, il n'était pas éligible, et donc il a dit ok, je vais juste placer moi mon mentor. Si vous voulez, si vous votez, si vous votez mon mentor, vous me votez. Et donc ça s'est passé comme une lettre à la poste, et ça c'est une leçon, c'est devenu mémorable aujourd'hui ce qui s'est passé au Sénégal. Et par après, on a compris que les uns se sont rattrapés. On a vu la réaction au cas de tour du président déçu, c'est-à-dire le président sortant Macky Sall, qui n'a pas hésité justement à reconnaître sa défaite. La même chose s'est passée également au Ghana, et pour nous dire qu'en réalité ce n'est pas parce que c'est pour nous dire qu'on peut organiser les élections et les perdre, parce que souvent ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est difficile en fait pour les gens de les voir organiser les élections et les perdre. Les gens s'attribuent même un score à la soviétique, vous les verrez avec 99% des étoiles. Et ça, c'est ce qui se passe un peu partout. Mais sauf qu'au Ghana et au Sénégal, les gens ont compris qu'il faut toujours essayer de proclamer en fait le résultat, bien les résultats sortis des urnes. Et en le faisant, on ne fait que renforcer la démocratie. C'est aussi ça, en fait, le secret de ces pays-là. Donc vous avez des pays qui ont des anciens présidents qui de temps en temps interviennent en fait pour éteindre le feu s'il y a un incendie. On a vu la position, on a vu en fait le rôle prépondérant qu'ont joué les anciens présidents sénégalais lorsque Macky Sall voulait justement à un moment donné dribbler les uns les autres. Donc c'est des choses aujourd'hui qui en fait doivent en fait nous servir de modèle. Le Sénégal et le Ghana, je crois que durant 2020, on fait honneur à notre cher continent sur le plan politique. Alors, on a vu des élections qui se sont très bien déroulées au Sénégal et au Ghana, c'est ce dont on parle. On va venir maintenant au retour 2024 pour le Togo, où il y a eu changement de régime politique, et entre autres arguments avancés pour justifier le passage d'un régime semi-présidentiel au régime parlementaire, c'est que les élections présidentielles seraient chrysogènes. On a vu le Sénégal, on a vu le Ghana, ça s'est très bien passé. Et beaucoup ici ont parlé d'institutions fortes. Si on avait de la volonté, peut-être que on n'aurait pas eu des crises au Togo. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Togo est passe bientôt, hein, on est en plein pied dedans, au régime parlementaire. Pour vous, c'est le fait majeur 2024. Oui, naturellement. Je dirais au peuple togolais, si j'ai la chance de leur souhaiter une bonne année 2025, je dirais à tout le monde bienvenue, plein pied
dans le régime parlementaire et qui va faire du bien à chaque Togolaise. Faire du bien en quel sens? Oui, voilà, il n'y a pas de vie sans changement. Les changements, nous sommes en train d'entrer dans un changement positif, un changement que j'ai dit sur ce plateau. Les Edem Kodjo, les leaders de l'opposition avaient appelé de tous leurs voeux et enfin arrivé. Et donc, voilà, un autre mode de gouvernance, une autre vie, un autre régime politique dans lequel les Togolais vont rentrer en toute joie. Eh bien, j'invite chacun à se saisir, à se ressaisir, à rentrer bien dans le régime, dans ce nouveau régime politique. Bon, maintenant, quand vous, dans votre émission, vous avez dit que les élections ont été trop chrysogènes, moi je ne pense. C'est les arguments qui ont été donnés pour justifier aussi le changement. Le changement, tout changement, dans toute vie, tout changement peut arriver et faire du bien à celui qui aspire à ce changement. Eh bien, donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui vivent dans des régimes comme ça. Donc, je ne sais pas que c'est un truc particulier au Togo et que ça n'a pas de mal à faire un citoyen. Mais en même temps, pourquoi le régime présidentiel ou semi-présidentiel marche très bien ailleurs, où on a des élections, parfois même le soir des élections, on a les résultats, le perdant appelle le vainqueur pour le féliciter, et on a l'impression comme si le Togo est une particularité. Non, c'est pas une particularité. Les dernières élections présidentielles au Togo, il n'y a pas eu de contestation. Dernière élection présidentielle qu'on a eu au Togo, il n'y a pas eu de contestation. Vous rappelez le cas de Léomé Kodjo? Oui, voilà. Justement, chaque candidat va aux élections pour gagner. Alors chacun ne peut pas empêcher quelqu'un de dire son opinion. Des gens ont dit leur opinion. Il n'y a pas que le Togo où les élections rappellent des contestations. Au Nigeria, il y en a eu. Une fois, en Côte d'Ivoire, des pays plus grands que nous, même en Occident, il y en a toujours. Alors si aujourd'hui, Dieu nous amène dans le régime parlementaire... Dieu? Oui. Puisqu'il n'y a rien que l'homme réussit dans la vie si Dieu n'est pas dedans. Il n'y a rien que l'homme réussit si Dieu n'est pas dedans. Bon, donc, je crois, nous sommes entrés plein pied dans le régime parlementaire. Je souhaite que nous parlions sur le régime parlementaire, puis c'est de ça qu'il s'agit. C'est que nous parlions, nous discutions autour de ce régime parlementaire qui est aujourd'hui la nouvelle chose. Et je vais vous dire que c'est un pas que le Togo prend sur beaucoup de pays. Il faut applaudir les instigateurs, les chefs de l'État, ceux qui ont agi pour que ce régime prenne place au Togo. Louis Kamako, est-ce que vous saluez aussi, comme Frédéric Azeglo, ce changement de régime dans lequel, il faut le dire, on va rentrer de plein pied à partir de mai 2025? Non, je n'ai pas salué, je n'ai pas non plus à condamner, parce que je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur un régime politique au détriment d'un autre. Et ce que je sais, c'est que tous les régimes politiques se valent, tous les régimes politiques ont des points forts, ont des points faibles. Mais sauf que au Togo, c'est la manière dont les choses se sont déroulées qui porte à réfléchir, parce que la constitution en soi, parce que quand on parle de changement de régime, on a changé le régime et puis le pays s'est basculé dans une autre république. Et donc c'est le contexte dans lequel en fait ce changement est intervenu. Vous n'êtes pas sans savoir que ce changement de régime en fait a été fait par des députés qui géraient les affaires courantes, parce qu'à l'époque le mandat des députés était presque fini et que puisqu'on n'a pas... C'est totalement fini. Ouais, c'est tellement fini, et puisqu'on n'a pas pu en fait organiser les élections législatives, ils géraient les affaires courantes. Et donc c'était ça le sujet, c'était ça le débat, c'était ça qui a fait le débat tout au long en fait de cette période-là. Et jusque-là, ce débat-là n'est pas tranché. Ce n'est pas tranché parce que vous avez aujourd'hui des partis politiques d'opposition appuyés par des organisations de la société civile qui continuent justement par tirer à boulet rouge sur ce changement de constitution. Ils parlent même d'un coup d'État constitutionnel en faisant mention justement dans les conditions, bien dans le contexte dans lequel le changement a été intervenu. Vous avez également certains artistes en tête de la nouvelle constitution qui peut-être donnent en fait l'autorisation aux députés de le modifier. Mais il y a certains articles
qui normalement ne peut que se faire par voie référendaire. Et ça aussi, ça a été le débat, ça n'a pas été du tout tranché. Mais ce qui est aussi notable, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, avec ce nouveau régime-là, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que l'argument évoqué à l'époque, c'est juste parce que les gens pensent que les élections sont devenues chrysogènes. À côté de ce qu'ils appellent l'élection chrysogène, je pense qu'ils soutenaient aussi cette volonté ou bien ce changement de constitution là par le fait que les élections sont budgétivores et que le pays n'a pas les moyens d'organiser des élections présidentielles tous les 5 ans. Et donc, quand vous voyez tout cela, quand vous voyez que le changement de la constitution a été fait par des députés qui, entre guillemets, en fait, n'avaient pas cette prérogative, vous avez un changement de la constitution, même, c'est-à-dire que le texte a été voté en seconde lecture. Il y a une première lecture qui a été faite, ça a suscité des remous. Le chef de l'État a demandé une seconde lecture, ce qui a été fait. Et ce qui est encore plus notable, je ne dirais pas déplorable, mais c'est que ce vote a eu lieu en pleine campagne des élections législatives et régionales, ce qui viole en réalité le protocole additionnel de la CEDEAO, qui interdit en fait aux États de toucher au texte constitutionnel à 6 mois des élections. Mais là, nous sommes en pleine campagne et le texte a été voté. Et donc là aussi... À 6 mois des élections présidentielles. Je dis à 6 mois des élections. À 6 mois d'une élection majeure. Des élections, à 6 mois d'élections, les tests constitutionnels ne doivent pas être touchés. C'est ce que dit le protocole additionnel de la CEDEAO. Rien de tout ça n'a été respecté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'opposants ont du mal justement à déposer, entre guillemets, les armes. Ils sont toujours au front et ils continuent pas à combattre cette constitution et ils agissent en fait le retour de la constitution de 1989. Marcel Agbessino, mais du côté de plusieurs tenants du pouvoir, le vin est tiré, on le boit déjà. Mais permettez-moi de contextualiser la tragédie que nous vivons. Tragédie à ce moment. Parce que c'est une tragédie. Frédéric Azeglo parle d'un événement heureux, de la volonté de Dieu. Et vous parlez de tragédie. C'est une tragédie que nous traversons, que nous vivons. La tragédie oui. A sa source sur son bassin. Je crois que le mot a du mal à passer. Oui, parce que j'ai les gars serrés quand on parle du changement de régime comme ça et on est d'accord comme si la caravane, on va aller rapidement. La caravane passe. En 2018, si vous permettez, je vais jeter le pauvre l'anathème sur l'opposition d'abord. En 2018, l'opposition devait normalement aller à ces élections législatives. N'eût été, tel n'était pas le cas. Ils ont boycotté amaigrement aux grandes dames de nous tous. Ils ont boycotté ces élections acquises à leur cause. Parce que sur le terrain, avec l'avènement de Tikpi à Tchadam, le retour de la Constitution de 1992, on a vu que l'opposition avait le vent en poupe. Mais avec la médiation de certains présidents, après avoir été déçus à quelque part, mais ils ont joué leur poids, afin que l'opposition ait au moins quelques sièges à l'Assemblée nationale, au moins avoir une minorité bloquante. Tel n'était pas le cas. Ils ont boycotté les élections, créé le boulevard devant le régime RPT uni. Et aujourd'hui, la clé de voûte, la constitution qui est considérée comme la clé de voûte de toutes les institutions, le verrou a été sauté. Au moment où on sait bien que Faure Gnassingbé a été de faire son 4e mandat, on est en train de supprimer le suffrage universel direct, acquise de haute lutte à travers la constitution plébiscitée le 27 septembre 1992. La constitution là, que ce soit 92 ou le 6 mars 2023, les deux, ils ont inscrit dans leur arsenal juridique la modification, les modalités, le modèle de révision de ces constitutions. Que ce soit 92, il faut questionner le peuple. C'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté populaire, nationale. Mais on a fait le jeu de cache-cache avec le peuple à travers la constitution du 6 mai
2023. Et immédiatement, on a exposé les mérites de cette constitution au peuple, surtout à travers les chefs traditionnels d'un entretien de 2 heures de temps sur le plan national, après avoir été hué, parce que la constitution a été huée par la population, et maintenant on était parti rapidement chez les chefs traditionnels vanter les mérites de cette constitution. La constitution en soi n'est pas un problème, ne cause aucun problème, mais c'est la modalité, les méthodes de sa révision, les méthodes de constitution de 92 à la 5e République, c'est ça qui a posé problème. Et maintenant, permettez-moi de vous dire que quand on parle du régime parlementaire en Grande-Bretagne, qui est d'abord le prototype du régime parlementaire, en Grande-Bretagne, il y a une citation forte que le législateur anglais peut tout faire, mais ne peut pas transformer un homme en femme. Cela veut dire qu'il y a toujours des crises. Des crises, le régime parlementaire. C'est sûr que ça ne va pas arriver avec la composition du Parlement que nous avons. On va évoluer rapidement. Pendant ce temps, on change de régime, et puis quand on regarde du côté des populations, on a l'impression que les priorités sont ailleurs. Vie chère. Le gouvernement essaye de répondre par des mesures sociales. Le chef de l'État a annoncé un certain nombre ces derniers temps, mais il faut dire que beaucoup de personnes tirent le diable par la queue. Oui, bon, c'est la crise financière est mondiale. Convenez avec moi que la crise financière est mondiale. Bon, maintenant, par rapport, si je dois revenir un peu cette histoire de changement de régime, nous sommes en train d'aller vers la décentralisation. La gestion des communautés par elles-mêmes. Je crois que dans ce nouveau régime, il y a le gouvernant est plus proche du gouverné. On ne va pas chercher un représentant du président de la République à qui on rencontrera quelque chose, il ira dire à telle personne, aller dire à telle personne. Dans votre contrée, il y a monsieur le maire, il y a madame ou monsieur le maire, où il y a le conseiller régional qui est là pour la région, etc. C'est un système de décentralisation qui est en marche et forcément, sûrement, ça fera du bien aux populations. Justement, c'est parce que ça ne marche pas que les autorités togolaises se sont donné la peine de fouiller, de creuser, de chercher. Quelle est la solution à trouver pour que le Togolais, pour que la gérance du pays puisse atteindre positivement le dernier citoyen où qu'il soit. C'est ça le système, le bien fondé de la décentralisation que le système de la 5e République véhicule. Maintenant, revenez sur les mesures sociales que le chef d'État a prises pour soulager les gens. Il faudra applaudir. Il faudra applaudir parce que nous avons un chef... Bon, il y en a qui parlent de mesurettes parce que donner 60 000 francs aux fonctionnaires et aux retraités, alors que... Ça fait 7 milliards, hein? Oui, ça c'est ce qu'on dit. On présente ça de façon macro. Maintenant, quand vous entrez sur les autres travailleurs, le privé, oui. C'est eux qui nourrissent l'économie et c'est là où ça va très mal. Les entreprises se plaignent. L'OTR est devenu comme une sorte de, j'ai envie de dire, de gendarme derrière ces entreprises qui ferment les portes. Je rapporte ce que les gens disent. Oui. Et donc la situation est devenue très très difficile. Bon. Il y a 5% du salaire qui part dans la mue, qui a du mal à être véritablement opérationnel sur le terrain. La situation n'est pas rose. Oui, bon, tout n'est pas possible tout de suite. Il faut aller pas à pas. C'est des mesures que le gouvernement a prises qui sont, puisque il y a quelque chose. Quand on vous donne du miel, il vous appartient de dire que c'est du bon miel, si vous voulez dire que c'est du bon miel, mais quelqu'un peut dire que c'est du miel amer. Tout dépend de la manière dont chacun apprécie ce qu'on lui présente. Dire qu'au Togo actuellement, quand on remettra un fonctionnaire, va à la banque et trouve 60 000 fois en plus son salaire, il faudra remercier le chef de l'État et dire oui, ça marche. Il est vrai, on ne pourra pas prendre de la nourriture et mettre dans la bouche de chaque Togolais. Mais des actions comme ça de telle ampleur peuvent parvenir à quelqu'un. Vous savez, nous sommes en Afrique, si quelqu'un gagne 1 franc, vous partez, vous gagnez 1 franc, ce n'est pas pour vous seul, c'est pour votre entourage. C'est pour des gens que vous allez rencontrer, vous allez contribuer à trouver une solution à un problème de quelqu'un, d'un proche ou de quelqu'un. Louis Kamako, ce sont pour vous des mesures, je parle surtout des mesures sociales qui constituent une sorte de
de solutions pour la vie chère que connaissent les Togolais ces temps-ci? Bon, des mesures sociales, je pense que chacun y va de son commentaire. Vous avez parlé des mesurettes, mais sauf que moi, je voulais juste mettre le focus sur les dernières mesures en fait prises par le chef de l'État à l'intention des fonctionnaires, du personnel de l'enseignement confessionnel et des pensionnaires retraités à la Caisse nationale de la sécurité. Quand on vous dit que c'est un montant de plus de 7 milliards qui a été alloué pour ce projet, vous faites juste une petite division, vous divisez les 7 milliards par 60 000, parce qu'on nous dit que chacun de ces citoyens aura une somme de 60 000 francs CFA. Donc quand vous divisez les 7 milliards par 60 000, je pense qu'on se retrouve avec 137 millions de personnes en fait. 137 millions, je crois, si mes calculs sont bons. Mais toujours est-il que ça n'atteint pas 1% en fait de la population aujourd'hui. Et ça pose en fait le problème en fait de ce qu'on peut appeler le non-respect. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le standard en fait du nombre de fonctionnaires, du taux en fait, du nombre de fonctionnaires que nous devons avoir. Je pense que la norme c'est 10% pour la population. Ça veut dire qu'on n'aimait pas 1%. Et si aujourd'hui cette mesure ne concerne que cette frange de la population, ça veut dire que beaucoup de Togolais sont restés sur le carreau. Et avant de venir sur ce plateau, je blaguais avec un confrère. Je disais depuis 2020, depuis 2021, avec ces mesures que le chef de l'État prend, depuis là, nous qui sommes journalistes, nous n'avons bénéficié d'aucune. On a parlé de novices, les critères, nous n'en bénéficions pas. On a parlé de cette mesure-là maintenant dont on parle. On est en train d'aller vers ce qu'on appelait l'assurance de la maladie universelle. Les journalistes ne se retrouvent pas dedans. Les journalistes sont dans le privé. Pourtant, c'est eux qui font la majeure partie du boulot. C'est eux qui font tout. Ça veut dire que je ne dis pas seulement pour les journalistes, mais je pense que c'est une situation qui est un peu générale. C'est-à-dire que la franche partie de la population qui est prise en compte aujourd'hui, ou bien dont les mesures sont touchés par les mesures restent minimes. Donc c'est pour ça je pense que les gens parlent de mesurettes. Encore faudrait-il que je vais peut-être chuter par là, parce que quand on parle des mesures, ça a amené à un moment donné l'État à revaloriser le SMIC de 35 000, on est allé à 52 000, mais encore faudrait-il que ce soit appliqué. Marcel, vous avez également l'harmonisation des produits de denrées de premier ministère qui n'a pas été appliquée. Vous avez il y a de cela 2 ans. On va écouter Marcel. Le 30 secondes. gouvernement a décidé justement d'harmoniser la caution des loyers. Rien de tout ça n'est pas appliqué. On va, Marcel, les mesures, on ne les a que sur papier. 30 secondes sur ce point et puis je vais rendre l'antenne pour cette année. En ce qui concerne la gratification et la prime allouée aux différents secteurs, là je peux toutefois dire que le chef de l'État ne veut pas satisfaire tout le monde autant. Il doit satisfaire d'abord une catégorie de personnes. Si nous nous retournons un peu en arrière par rapport à ce qu'on a fait par rapport au temps de Covid. Non, pas Covid, la diminution du prix du carburant, je peux dire que aussi, même si c'est infime, 20 francs, mais c'est pour tout le monde. Et ça touche au moins presque toutes les couches. Mais bon, ça aussi, c'est pas une faveur, le coût du baril aussi. Non, c'est pas une faveur. Il faut pas s'en passer. Il faut pas fermer les yeux sur ça. Non, il n'a pas le droit. Mais il n'a pas le droit. Si on est dans la vérité des prix et qu'on ajuste, quand le prix baisse, le baril baisse, ça doit réagir. Oui. On diminue. Mais juste pour terminer, je voudrais terminer en disant que la gratification et la prime accordée à ces secteurs, c'est les fonctionnaires de la fonction publique et l'administration publique qui normalement bénéficie de cette gratification. Ça fait que 1% de la population et c'est très faible. Merci beaucoup Frédéric Azeglo, Marcel Agbessino et Louis Kamako. Merci d'être passé. Bonne année à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve l'année prochaine.